Bonjour à tous. Je tiens à remercier les deux présidents qui ont introduit cette séance de travail, de réflexion. Alors je tiens également à vous dire, en tant que directrice d'un laboratoire de recherche, que cette rencontre est particulièrement importante pour nous, pour un ensemble de raisons. Tout d'abord, je cherche le bon réglage avec le micro. Tout d'abord parce que, bien évidemment, j'espère dans cette courte intervention pouvoir vous montrer les liens intimes qu'il y a entre la théorie et la pratique, entre les laboratoires et les terrains d'une part, et d'autre part parce que je fais partie des chercheurs qui pensent que la théorie permet de mieux comprendre les pratiques, mais que les pratiques sont également une source de questionnement extrêmement vive pour les travaux de recherche. Alors, je vais commencer mon propos. Je fais confiance à Thierry pour surveiller le temps qui passe. Hein. C'est un de mes points faibles. J'ai tendance à déborder. J'ai d'autres points faibles, hein, mais c'est un de mes points faibles. Donc, je vais vous proposer d'avoir en mémoire deux citations très courtes. La première, je l'emprunte à un champ voisin d'une autre, la sociologie de l'innovation, à Bruno Latour. La société est le résultat provisoire des actions en cours. Nous pourrions ajouter la société et les organisations sont le résultat provisoire des actions en cours. Et la deuxième, je l'emprunte, alors il y a 50 ans d'intervalle, à Kurt Lewin, qui a conduit des travaux pionniers pour ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, lorsqu'il nous disait, dans les années 40, il n'y a rien en substance, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Bien. Alors, mon propos porte sur la question du changement en acte. En tant que spécialiste de la communication des organisations, depuis quelques dizaines d'années, je resterai imprécise, j'ai eu l'occasion de conduire des travaux, des recherches avec différents partenaires, différentes organisations, différentes institutions sur les problématiques du changement. Et je me suis aperçue, tout comme vous, que si la question du changement ne cesse d'être à la mode depuis des dizaines d'années, nous nous heurtons à un plafond de verre qui peut être défini comme étant la difficulté pour passer des idées de changement aux pratiques de changement, au changement en acte. Donc les travaux que je vous présente proposent des pistes, des voies extrêmement fécondes pour aller plus loin, pour résoudre certaines difficultés théoriques et pratiques que nous avons dans ce domaine. Je vais vous citer très rapidement, hein. Forcément je suis obligée, compte tenu du format de parole qui est le mien, d'emprunter un certain nombre de raccourcis donc, et de procéder à certaines simplifications. Donc si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, ce sera avec un grand plaisir que nous poursuivrons cet échange. Alors, je vais vous proposer deux points de repère, là aussi à 50 ans de différence. Premièrement, une expérience fondatrice menée dans les années 40 par Kurt Lewin. Nous étions aux États-Unis. Ça n'était pas les problèmes environnementaux, c'était des problèmes sanitaires. Kurt Lewin, donc, avait été sollicité pour amener les familles américaines d'un État américain à modifier les habitudes alimentaires. Alors, tous les anthropologues savent évidemment que la question de l'alimentation est une question très enracinée culturellement. Il s'agissait donc d'amener les familles américaines, et comme on le disait à l'époque, hein, les ménagères, les mères de famille, qui étaient souvent confinées dans les cuisines,
Bon, les choses ont changé, hein. Désormais, les femmes ont su mettre leurs époux et leurs compagnons dans les cuisines, donc voilà. Mais à l'époque, ça n'était pas le cas. C'était bien les mères de famille qui étaient donc le cœur de cible de cette expérimentation, les amener à modifier les pratiques alimentaires. Donc Kurt Lewin, avec un ensemble d'autres partenaires, a conçu un programme extrêmement innovant à l'époque, avec les moyens de l'époque. Je passe rapidement, hein, je ne le décris pas. Et à la sortie donc de conférences qu'il a organisées avec les mères de famille, il procédait à une enquête pour savoir si elles avaient été convaincues par le propos. Donc, ces mères de famille qui avaient entendu des spécialistes de la nutrition, qui avaient vu des animations, à qui on avait remis des fiches particulières pour cuisiner des bas morceaux de viande, pour accepter de consommer du lait en poudre, étaient convaincus à plus de 90%. Très bien. Donc Kurt Lewin, évidemment, ne s'est pas contenté, en bon expérimentaliste, de ce propos, de cette évaluation déclarative. Il a envoyé ensuite dans les foyers des enquêteurs pour vérifier ce qu'il en était dans la pratique. Et là, on est passé de 90% à environ 3% de changements concrets dans les familles, conduits par les mères de famille qui avaient assisté à cette expérimentation. Donc Kurt Lewin s'est dit, il y a quelque chose que je n'ai pas compris du point de vue psychosociologique, puisqu'il était psychosociologue. Donc il a rassemblé un ensemble d'hypothèses sur lesquelles il travaillait par ailleurs, et il a modifié quelque chose. Il a refait l'expérimentation en modifiant une petite chose. Et cette petite chose a ouvert un courant de recherche qui est très fécond et qui aujourd'hui conduit à des travaux largement partagés, notamment autour du développement durable, mais également autour de la prévention sanitaire. Donc ce qu'il a changé, c'est qu'à la fin de la conférence, un animateur demandait aux mères de famille de bien vouloir lever la main dans la mesure où elle prenait la décision de cuisiner dans les 15 jours, les 3 semaines qui suivaient l'expérience, la conférence, de bien vouloir lever la main pour indiquer qu'elles avaient pris la décision donc de modifier la préparation des repas familiaux. Bien. Alors, mettez-vous dans le contexte des mères de famille. Hein, ce ne sont pas des responsables hautement diplômés comme nous tous ici, qui exercent des responsabilités professionnelles. Donc ce sont des personnes timides qui n'ont pas l'habitude d'exprimer publiquement une décision. Donc il s'agissait de lever la main. Donc cette situation avait 2 caractéristiques. Exprimer publiquement quelque chose sous une forme non verbale, donc sous le regard de l'autre. Quelques doigts se sont levés, et puis un peu plus, etc. Et l'animateur a veillé à poser son regard donc, sur chacune des personnes qui ainsi exprimaient publiquement, sous le regard des autres, sa décision de modifier un comportement, d'effectuer un changement en acte. Et lorsque, je prends un raccourci, les enquêteurs sont allés cette fois-ci dans les familles pour connaître les résultats de cette conférence, eh bien, nous sommes passés de environ 3% à plus de 35% de changement en acte, donc de mères de famille qui avaient effectivement modifié les comportements alimentaires dans leur cuisine pour leur famille. Bien. Alors, voilà un petit acte qui a de grands effets. On lève un doigt dans un amphithéâtre sous le regard de l'autre. Kurt Lewin avait théorisé, je n'aurai pas le temps de développer le propos, avait théorisé cette expérimentation dans les termes de l'effet de gel. Donc une micro-décision qui ouvre un cours d'action, qui fige un cours d'action dans une direction. Bien. Effet de gel. Très bien. Alors,
les chercheurs ont poursuivi leur chemin et dans les années 70, on a vu une nouvelle cristallisation de ces travaux qui s'étaient poursuivis, notamment aux États-Unis, principalement aux États-Unis jusque-là, avec une remise en forme de Kissler, qui propose une première définition de l'engagement en acte, en définissant l'engagement comme étant le lien qui unit l'individu à ses actes comportementaux. Actes comportementaux, ça n'est pas un pléonasme, il distingue les actes comportementaux des actes langagiers. Bien, donc il s'agit bien de la relation entre les sujets sociaux, les individus et les actes. Donc l'engagement et la théorie dont je vous parle est une théorie qui suppose que l'engagement se mesure en actes. Alors vous voyez bien qu'il y a là une différence avec la définition que l'on trouve assez souvent, qui est quasiment de sens commun, de l'engagement par les idées. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la problématique de l'engagement en acte, du changement en acte. Alors, je vous ai parlé de Kurt Lewin. Je vais très rapidement mentionner d'autres travaux très intéressants conduits dans les années 2000, toujours dans le domaine de la prévention sanitaire. Donc, notamment une étude longitudinale telle que les États-Unis les financent, étude longitudinale conduite par Peterson et un ensemble d'autres chercheurs autour de lui, qui a été publiée en 2000 et 2002. Cette étude est consacrée au comportement tabagique chez les jeunes gens. Donc Peterson, étude longitudinale, expérimentale, il crée deux groupes. Un groupe contrôle, donc des jeunes gens américains, entre 8 et 16 ans, qui évoluent dans la société américaine telle qu'elle est dans les années 2000. Et par ailleurs, un groupe expérimental, donc, de jeunes américains, qui pendant la même période, 4000 dans les deux groupes, 4000 sujets dans les deux groupes, qui pendant la même période vont suivre plus de 60 séances de sensibilisation aux méfaits du tabagisme. Je passe le protocole, nous ne définissons pas là, nous n'y revenons pas. J'arrive tout de suite au galop, au résultat. Alors le résultat, eh bien, il est à la fois très décevant et en même temps pour les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, c'est un résultat qui valide une fois de plus le propos que je vais résumer dans quelques secondes. Eh bien, la proportion de fumeurs chez les jeunes gens qui n'ont pas suivi de séances de sensibilisation et chez les jeunes gens qui ont suivi pendant quasiment 10 ans plus de 60 séances de sensibilisation avec les meilleurs spécialistes du sujet, la proportion de fumeurs est strictement la même dans les deux groupes. Donc, tout se passe comme si. Et en tant que spécialiste de la communication, ces résultats sont extrêmement importants pour nous. Tout se passe comme si l'information, l'argumentation, les approches dites persuasives étaient extrêmement importantes pour faire évoluer les idées, pour faire évoluer les argumentations, pour faire évoluer les sensibilités, mais n'avaient pas de lien direct avec la question de l'action, des actes et des pratiques. Voilà un résultat de recherche sur lequel nous travaillons dans le courant de recherche dans lequel j'inscris mes travaux. Bien. Alors, à partir de là, évidemment, nous avons des difficultés à la fois pratiques. Comment faire en sorte que les campagnes de communication que nous concevons, qui mobilisent des budgets importants, qui sont des investissements, comment faire en sorte que ces campagnes de communication permettent non seulement de faire évoluer les cultures, mais également de modifier les comportements, notamment autour de la question du développement durable et de l'implication dans les projets de RSE des parties prenantes. Voilà les questions sur lesquelles nous travaillons. Alors, nous avons à notre actif, à l'Institut de recherche en sciences de l'information et de la communication, dont je m'occupe, mais également avec nos partenaires d'autres laboratoires, et notamment
le célèbre laboratoire de psychologie sociale dirigé par Robert Vincent Joule, qui a porté avec Jean-Léon Beauvois haut et fort ce courant de recherche en sciences humaines et sociales en France. Je vous renvoie au célèbre ouvrage au titre provocateur, le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, que nous sommes tous. Nous avons à notre actif plusieurs recherches financées, à la fois dans le domaine de la communication sanitaire et de la communication environnementale. Alors là, je vais ajouter, parce qu'il me reste peu de temps, alors, deux notions clés. Il y en a bien d'autres, hein, mais si vous partez avec ces deux idées en tête et que vous revenez vers moi pour me questionner autour de ces deux idées, ce sera un bon point de départ pour la suite de nos échanges. Donc, ce champ théorique nous invite à intégrer dans les situations de communication, dans les campagnes de communication, dans les projets de communication que nous conduisons, à intégrer de manière très sérieuse la question de l'acte et de l'action. Nous sommes des spécialistes du sens et des significations, nous sommes des spécialistes du lien, devenons des spécialistes de l'action. Voilà ma préconisation du jour. Donc, nous invite à intégrer la question de l'action. Et notamment, souvenez-vous de la petite expérimentation que je vous ai résumée au galop tout à l'heure, conduite par Kurt Lewin, la question de l'acte préparatoire, ce petit acte qui doit être conçu de manière très rigoureuse. Hein, il ne s'agit pas de faire signer un bulletin d'engagement sur un coin de table, hein, ça n'est pas du tout ça le propos. La question de l'acte préparatoire, qui doit comporter un certain nombre de caractéristiques et qui est susceptible, dans une situation de communication, d'amener les personnes à ouvrir un cours d'action vers des comportements éco-responsables, par exemple, vers des comportements responsables de manière générale. Bien. Alors, je vais ajouter une autre notion. Donc, notez cette notion d'acte préparatoire qui a un petit coût, qui a un caractère public, donc qui doit être défini selon des critères extrêmement précis, rigoureux, articulés entre eux. Deuxième notion, et là je vais illustrer par une affiche et je m'arrêterai là pour ne pas trop déborder. Deuxième notion, agir oui, bien évidemment, mais nous étudions les processus psychocognitifs qui sont à l'œuvre lorsque nous agissons. Ce n'est pas parce que nous agissons que nous cessons de penser, de ressentir, bon, etc. Hein, donc nous étudions l'épaisseur des processus psychocognitifs qui sont à l'œuvre dans ces situations d'action sociale, en situation de communication. Il y a une notion particulièrement intéressante que je vous livre, là aussi un petit peu au galop, c'est la notion d'identification de l'action qui a été particulièrement étudiée par deux auteurs, Wegner et Valacher, ou Valacher et Wegner, selon les noms sont inversés selon les publications dans les années 80, qui nous disent que lorsque nous agissons, eh bien, nous produisons de manière inévitablement des significations à l'acte que nous sommes en train de commettre. Mais la question qui se pose et qui est posée par ces chercheurs, c'est d'observer que les niveaux d'identification de l'action peuvent être différents. Hein. Alors c'est le célèbre exemple de l'œuf cassé sur un bol. Si vous entrez dans une cuisine, dans une famille ou chez des amis, et qu'une personne est en train de casser un œuf sur un bol, si vous lui demandez qu'est-ce qu'elle fait, elle vous dira rarement, elle décrira rarement le niveau d'identification technique de son acte. Ah, ben, tu vois bien, je suis en train de casser un œuf sur un bol. Non, elle vous dira, je suis en train de préparer un dessert, je suis en train de préparer un bon dessert, je suis en train de préparer un bon repas, bon, etc. Donc, cet exemple très rapide nous montre que nous produisons ce que Wegner et Valacher appellent des niveaux d'identification de l'action qui peuvent avoir des niveaux plus ou moins élevés. Et lorsque nous agissons dans les projets notamment de développement durable et lorsque nous invitons nos partenaires à agir, il est extrêmement important de s'intéresser à cette question de l'identification de l'action. C'est-à-dire comment inviter les individus à
activé en quelque sorte, ce qui se passe spontanément, mais a en quelque sorte orienté un petit peu des niveaux d'action, ou plutôt des intensités de niveaux d'action, des niveaux techniques et des niveaux moins techniques. Alors je vais prendre un exemple. C'est l'occasion de remercier l'ADEME qui finance en région PACA des études et des recherches auxquelles nous participons. Un exemple, je ne vous parle pas directement de RSE parce que j'ai un devoir de confidentialité sur les travaux en cours, donc je ne peux pas vous en parler aujourd'hui. Donc je vais prendre cet exemple. Alors, l'acte préparatoire, le caractère public de l'acte, bon ça, on passe, j'y reviendrai peut-être dans 2 minutes. Voilà, alors je voulais vous montrer. Bon, c'est une affiche, c'est un chantier qui date d'une dizaine d'années, qui avait pour objectif de mobiliser la population d'une ville moyenne de la région PACA autour de la question des économies d'énergie. Très bien. Alors sur cette affiche, je vous parle du dispositif, le protocole, ça a été un chantier passionnant, qui a été passionnant pour les chercheurs et pour la population et pour les responsables qui se sont impliqués. On voit sur cette affiche 3 niveaux d'identification de l'action sur lesquels j'attire votre attention. Le niveau individuel est le niveau d'identification le plus bas, technique. Pierre s'offre ses CD en appuyant sur un interrupteur. Donc, nous avons fait une pré-enquête qui a montré, avec des amis et collègues sociologues, qui a montré que le niveau d'identification spontanée des économies d'énergie il y a quelques années, eh bien c'était, oui, si j'économise de l'énergie, j'économise mon budget d'abord. Voilà, bien. Bon, je vous passe, il y aurait plein de choses à dire sur cette campagne, sur ces choix, etc., qui ont été faits également avec la population et avec une agence de com. Bon, passons, on n'a pas le temps. Niveau d'identification bas. Niveau d'identification intermédiaire, tout le bossé en haut à droite, donc un individu, l'engagement, le niveau d'identification individuel, spontané. À droite, un autre niveau d'identification qui implique la ville. Nous sommes citoyens d'une ville. Tout le bossé s'engage pour obtenir le label d'éco-commune. Et puis nous avons, tout à fait en haut, alors un slogan qui aujourd'hui est banal, il y a quelques années qu'il était un petit peu moins, si chacun économise un peu, c'est la planète qui respire mieux. Donc nous avons 3 niveaux d'identification de l'action qui sont différents, qui sont en résonance et qui produisent évidemment un effet intéressant autour de la problématique de l'effet de gel dont je vous ai parlé antérieurement. Alors, cette affiche a été déclinée, voilà. Oh, pardon, excusez-moi, je ne vais pas dans le bon sens. Non, c'est pas ça. Ah ben, je n'en ai qu'une. Bon, ben, je n'en ai qu'une. OK. Alors, le caractère public de la... Non, voilà. Donc, la mère. Et puis, ensuite, la famille. Toujours sur le même principe. Alors, pourquoi je vous montre ces affiches? C'est pour vous montrer de manière très simple, pour illustrer le propos de Kurt Lewin, rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie. C'est-à-dire qu'on peut produire des slogans publicitaires ou des slogans de communication ou créer des supports, des objets divers et variés en communication, tout en ayant un cadre théorique qui permet d'apporter une structuration, de poursuivre une démarche, de creuser un sillon, évidemment, qui va ici dans la perspective du changement en acte. Alors, je voulais vous montrer voilà, également cette situation. Donc, nous avons là l'illustration, toujours dans le cadre de ce projet de recherche, l'illustration de la problématique du caractère public de l'acte. Ici, à chaque fois qu'une famille, sur la place publique, dans une journée qui a été conçue par les comités de quartier, par les petits commerçants, par des représentants des PME, par des associations de locataires, de propriétaires, bon bref, un ensemble de partenaires sociaux. À chaque fois qu'un engagement était pris par une famille, une étoile était hissée donc sur un filet de pêche, nous sommes au bord de la Méditerranée, qui symbolise le caractère public de l'acte. Voilà, je voulais vous montrer. Alors, ce qui est intéressant dans ces quelques exemples très rapidement, nous travaillons évidemment actuellement également sur la communication engageante numérique. Bon, là, je n'ai pas pris d'exemple de cette nature-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir toute l'épaisseur extrêmement importante que l'on arrive à produire
lorsque nous travaillons dans des réseaux de partenaires hétérogènes, des chercheurs, des non-chercheurs, des représentants des pouvoirs publics, des représentants de l'ADEME, des représentants des milieux associatifs, des différents milieux professionnels, etc. Nous arrivons à opérationnaliser, à faire vivre auprès de populations larges, c'est quand même une ville moyenne, le Bossé, nous arrivons à faire vivre un projet avec une épaisseur extrêmement importante. Alors ce que je dois vous dire, c'est que nous avons une préoccupation expérimentale, c'est-à-dire que nous essayons de mesurer nos résultats. Nous avons fait une campagne de communication classique dans une autre ville, en même temps, à Saint-Cyr, et nous avons fait mesurer par des ingénieurs d'EDF, donc des experts indépendants qui ne sont pas impliqués dans le projet de recherche, les résultats comparés de la communication classique, la campagne de communication classique, et la campagne de communication engageante. Bon, voilà. On n'a pas le temps de s'intéresser aux résultats. Les résultats, évidemment, montrent que la communication engageante permet d'atteindre des résultats de manière très significative, plus fort et plus intéressant, à la fois pour les chercheurs, pour les pouvoirs publics et pour tous les partenaires impliqués. Voilà, alors écoutez, je suis désolée, je suis allée un petit peu au galop, mais je crois que c'est bon. C'est le mot de la fin. Le galop est le mot de la fin. Je propose de passer directement à la parole. Eh bien, bonjour à tout le monde. C'est très compliqué de prendre la parole après un si brillant exposé, donc je vais essayer. Tout d'abord, c'est vrai que cette théorie de la communication engageante est pour nous quelque chose d'extrêmement important à l'heure où l'ADEME ou le ministère du Développement durable réfléchissent bien évidemment à transformer les paroles en actes et à faire ensemble, en sorte que l'ensemble des parties prenantes puissent progressivement non seulement prendre conscience, mais agir pour aller vers une société post-carbone. Alors aujourd'hui, ce dont on se rend compte et qui fait écho également à ce que Françoise vient de présenter, c'est que ce qui nous a surpris, c'est que les modifications de comportement, même lorsqu'elles font écho à du bon sens ou quand elles vont dans le sens de l'intérêt individuel, sont souvent difficiles à mettre en œuvre. Et c'est vrai qu'au départ, on pouvait penser que tout ce qui était lié à de la sensibilisation pourrait permettre de créer un effet d'engagement. Force a été de se rendre compte, sous l'impulsion des travaux des chercheurs notamment, qu'il fallait aller plus loin et qu'il fallait essayer de se mettre dans une démarche également d'accompagnement. Nous avons également mené un certain nombre d'études pour essayer de suivre, d'ausculter quelles étaient les attentes, les besoins des Français pour justement nous appuyer sur des leviers qui leur permettraient de passer à l'acte. Le tout, ce n'est pas de se dire, à mon avis, voilà, aujourd'hui, de décréter le changement. Il faut véritablement l'accompagner. Pour ça, il faut comprendre quelles sont les attentes des différentes cibles. Alors, en l'occurrence, on a fait un travail avec Ipsos qui montre tout d'abord que les Français, à l'heure actuelle, sont dans une vision extrêmement pessimiste. Ça, j'apprends rien à personne. Qu'un de leurs mots-clés, c'est que de toute façon, on vivait mieux avant. Et que donc, en corollaire, ils ont extrêmement de mal à se projeter dans le futur. Il est clair que pour accompagner des changements de comportement, quand on part sur ces bases-là, ça rend les choses plutôt complexes. Dans le même temps, ce sont des gens qui sont extrêmement intéressés par la valeur plaisir, par leur ego, par leur individualité. Et à partir de ce moment-là, ils ne se remettent pas en cause quant à un désir de consommer. Et donc, nous, qui voulons les accompagner, par exemple, vers une consommation plus responsable, plus durable, on doit trouver les bons vecteurs de l'action. Ça ne sert à rien qu'on fasse appel à leur sens des responsabilités. Qui dit sens des responsabilités dit bien souvent projection dans le futur, ce qui n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui.
Par ailleurs, dans le cadre des travaux que nous avons tous déjà menés, dans le cadre des grandes campagnes de mobilisation nationale, on voit bien qu'une bonne partie de nos publics, ce que je vais appeler les publics les plus engagés, les plus pionniers, sont déjà passés à l'acte, mais que le gros du, entre guillemets, ventre mou reste à convaincre. Et ce ventre mou aujourd'hui, s'il ne passe pas à l'acte, on pourra toujours s'échiner avec nos petits bras musclés, on ne basculera pas dans un changement de paradigme et dans une autre société. Donc il y a un enjeu qui est absolument énorme, et donc il nous faut absolument réfléchir et agir à l'aune de tout ce que nous apprennent ces théories. Par ailleurs, on a aussi pu observer le fait que de se concentrer uniquement sur le grand public, sur les citoyens, n'était pas toujours la meilleure solution pour faire bouger une société. Il a l'impression du coup que tout repose sur lui. Et donc ça peut générer un moment de démotivation. Ben, c'est pas moi, c'est l'autre. Alors c'est vrai qu'il y a des composantes culturelles différentes selon les sociétés, mais c'est bien habituel de s'entendre dire « Ah, mais l'État fait rien, et l'entreprise d'à côté, ah, puis ma ville, de toute façon, sur le tri, ils sont nuls. » Voilà. Une fois qu'on est arrivé à ça, on est un petit peu bloqué. Et donc c'est important aussi, c'est pour ça que l'ADEME, depuis 2005, a mis en place des campagnes de mobilisation nationale qui mobilisent à la fois, certes, les citoyens, mais également les entreprises et les collectivités territoriales, le tout dans un mouvement qui permette de montrer qu'il y a une vraie synergie, un vrai engagement, que quelque part, chacun est responsable de l'évolution de la situation à son propre niveau. Autre point qui nous est apparu important à l'aune des travaux que vous avez présentés, c'est que c'est vrai l'importance de l'ancrage dans les moments de vie. Chacun n'est pas amené à acheter une maison tous les 4 matins ou à changer de véhicule. Mais pour autant, chacun doit être amené à trouver un moment où lui aussi va pouvoir être acteur. Et ça, c'est important, puisque c'est comme ça, à mon sens, que l'on pourra tirer la société et qu'on pourra leur montrer que, eh bien, en cumulant l'ensemble des actions qui vont d'un petit geste jusqu'à, dans le cadre de l'énergie, des choses qui sont engageantes d'un point de vue financier, eh bien, à partir de ce moment-là, oui, effectivement, lui aussi, il procède et il participe à ce grand projet de changement de société. Pour cela, j'aimerais vous parler très rapidement des différentes stratégies qu'on a essayé de mettre en place, sachant que je vais faire 2 tout petits focus sur les familles à énergie positive, d'une part, et sur la consommation collaborative, d'autre part, de façon à pouvoir compléter les propos de Françoise. La sensibilisation des citoyens, c'est bien, ça ne suffit pas, je pense que ça nous a été démontré par les propos de Françoise. En revanche, ce qu'il y a de certain, c'est qu'aujourd'hui, les gens nous disent « Ok, j'ai compris toutes vos histoires. J'ai à peu près compris les choses. Certes, c'est du déclaratif, mais on va dire qu'ils ont un fond de culture qu'on va juger comme étant suffisant pour pouvoir passer à l'acte. Mais je fais comment ? Où est-ce que vous m'accompagnez ? J'ai besoin de vous. » Et en fait, souvent, dans les études, dans les enquêtes qu'on peut mener, cette question de l'accompagnement revient de façon lancinante. Cette question du coaching. Tout à l'heure, vous avez dit, toutes ces théories de l'engagement, parfois, fait que les actions en termes de communication, ça peut être plus coûteux que des actions de communication classiques. Ça vient en plus. Mais en plus, ça nécessite forcément, si on parle de coaching, si on va jusqu'au coaching, d'avoir des moyens humains. Pourquoi ? Parce que, bien qu'on soit à l'ère du numérique, de l'informatique, de l'Internet, etc., il y a un besoin d'humain, un besoin d'être ensemble. Et on le voit bien quand on regarde toutes les communautés qui se créent. Eh bien, les gens, ils ont envie de se retrouver ensemble, de partager. Alors, ces communautés, ça peut être l'échelle de ma famille, mais ça peut être l'échelle des amis ou d'une communauté dans laquelle avec laquelle je partage les mêmes valeurs. Et ça, on se rend bien compte que ce besoin d'humain, cette nécessité de remettre du coaching peut être un des vecteurs qui permettent d'aller plus loin dans le passage à l'acte. Alors, l'exemple du défi Famille à énergie positive, c'est l'association Prioritaire, qui a aujourd'hui 30 ans, qui a mis ça en place.
depuis quelques années. C'est organisé par plus de 70 espaces info-énergie. Je vais passer sur ce que c'est, qui reçoivent le soutien de l'ADEME et des collectivités territoriales. Et donc, c'est une campagne de sensibilisation et d'information des publics sur l'énergie et qui essaye de leur qui a fait qu'ils ont mis en place un défi où des familles se regroupent entre elles et sous la houlette d'un coach et vont s'engager à atteindre un certain niveau de performance. Ce qu'il y a d'important à noter, c'est que ces différents groupes, ils ne sont pas organisés avec des gens qui se ressemblent, mais avec des familles qui se sont inscrites et qui sont issues de milieux différents, avec des histoires différentes et avec une appréhension des problématiques des économies d'énergie différentes. Et du coup, à la fois, le coach leur apporte un certain nombre d'informations qu'elles vont pouvoir absorber pour pouvoir mieux comprendre, donner un sens à l'action, parce qu'on ne fera pas bouger les gens si on ne leur explique pas ce qu'on veut, donc on a besoin de donner un sens à l'action. Et en même temps, par le fait qu'elles sont dans des groupes, donc dans une forme de communauté, eh ben, elles vont échanger. Alors au départ, je n'ai pas dit que c'était très simple, on ne se connaît pas, on se regarde en chien de faïence, etc. C'est un peu le club Tupperware au début, il y a un leader et puis après, etc. Mais petit à petit, chacun, avec son expérience, va apporter des choses. Bon, et puis il y a le côté défi, donc forcément, on a envie de un peu gagner. Mais ça aussi, ça rajoute du piment à l'action. Aujourd'hui, on a plus de 5000 familles engagées, soit plus de 15 000 participants, plus de 70 territoires en France. On a économisé 8,3 gigawattheures en métropolitaine. Et en tout, ça représente 2600 kWh par an économisés par foyer, soit environ 200 €. C'est vrai que ce type d'accompagnement au passage à l'acte, il est coûteux parce qu'il y a des animateurs, il faut forcément faut du temps, il faut des êtres humains, des gens formés, je vais y revenir d'ailleurs, mais en même temps, on sent bien toute la puissance. La CUB, la communauté urbaine de Bordeaux, a mis en place ce type de travaux et ce type d'expérimentation un petit peu différente. Et là aussi, les résultats sont absolument passionnants. Et je vous encourage à aller voir ce qui se fait au niveau de la CUB. Parce que les gens se retrouvent, parce que les gens échangent autour d'un projet, ils ne sont plus seuls avec leurs problèmes de se dire il faut que je change mon comportement, il faut que je fasse des économies d'énergie qui pouvaient vivre un peu comme une injonction moralisatrice. Ils se retrouvent en groupe, en communauté, à partager. Ensemble, on est plus fort. Et du coup, ils ont envie d'aller plus loin. Et du coup, leur créativité, la créativité de l'un va réagir sur l'autre, qui est peut-être un peu plus discret, un peu plus timide, mais qui a certainement tout autant de bonnes idées. Simplement, ils ne savaient pas comment les exprimer. Et c'est quelque chose qui est absolument passionnant. Et on a vraiment envie de poursuivre ces travaux, ces réflexions. Oui. Sur la consommation collaborative, c'est donc la même chose. Je souffre de la même maladie que ma voisine, sur le fait qu'on parle beaucoup. Et là aussi, sur la consommation collaborative, on se rend compte que nous avons affaire à, pareil, cette même notion de besoin de se retrouver ensemble, en communauté. Il n'y a pas de refus de la consommation, mais il y a envie d'être un acteur de sa consommation. Et là, on se rend compte que malgré des motivations qui sont extrêmement variées selon les types d'individus et selon les types de pratiques collaboratives qui mènent. On va avoir des motivations très individualistes quand on est dans une action de type groupon, par exemple, alors qu'on aura une motivation beaucoup plus altruiste de protection, par exemple, de la planète si on adhère à une AMAP. Eh bien, on voit pour autant que ces gens sont engagés dans un processus de communauté qui fait petit à petit, c'est petit, et qui donc peut aussi essaimer au-delà du cercle restreint qui va concerner les pionniers. Tout ça pour dire que, en règle générale, on a observé que, en gros, nous n'avions pas un public, mais des publics. Ce qui rend la difficulté plus forte pour pouvoir adopter les théories de l'engagement, ce qui nécessite un travail plus fin, et ce qui nécessite donc que ce soit chez l'annonceur ou que ce soit dans les agences de communication,
il y ait des formations adaptées à ce type d'approche, des méthodologies. On travaille notamment, par exemple, avec notre nature humaine, de façon à aussi former nos relais. Parce que souvent, je vous rappelle que les gens disent « c'est pas à moi de faire, c'est à l'autre ». Et donc, face à ça, ça ne sert à rien de continuer avec les mêmes méthodes. En revanche, il faut avoir des méthodes de travail, des pratiques de travail différentes, et donc être formé. Et ça, je pense que c'est un point important, majeur, et qui sera certainement une des suites de cette académie scientifique, une suite opérationnelle sur comment se former à ces techniques de façon à pouvoir les appliquer. Voilà, je vous remercie.